Bonjour à tous et bienvenue à ce 13e point presse du ministère des Armées de l'année 2023. Je commencerai par vous présenter les points clés de l'agenda du ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu, ainsi que ceux des agendas des deux secrétaires d'État, Madame Patricia Mirallès, chargée des anciens combattants et de la mémoire auprès de M. Lecornu, et de Madame Sarah El Haïry, chargée de la jeunesse et du service national universel auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Éducation nationale. Je ferai ensuite un point sur les actualités du ministère des Armées avant de céder la parole au général de division aérienne Laurent Boïté, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, qui vous présentera l'opération d'évacuation de ressortissants menée par la France au Soudan, dite opération Sagittaire. Le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, vous exposera ensuite son récapitulatif hebdomadaire sur les opérations militaires françaises. Donc je commence par l'agenda du ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu. Lundi 8 mai, le ministre des Armées a participé aux cérémonies de commémoration de la victoire du 8 mai 1945 à Paris, aux côtés du président de la République, et à Vernon, dans l'Eure. 78 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces cérémonies marquent l'hommage de la nation à ceux qui ont combattu pour la France. Depuis mardi soir et jusqu'à vendredi, le ministre des Armées est à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la programmation militaire 2024-2030 par les membres de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Concernant Mme Patricia Mirallès, hier, mercredi 10 mai, Mme Mirallès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire, a présenté le plan Blessés 2023-2027 à l'Hôtel national des Invalides. Ce plan s'articule autour de 3 grands chantiers: améliorer la prise en charge et le suivi médico-administratif, simplifier l'accès aux droits et renforcer la réparation des préjudices, et renforcer l'accompagnement et les parcours de reconstruction du blessé dans la durée. Pour Mme Sarah El Haïry, cette semaine, Sarah El Haïry continue les consultations sur le service national universel au travers de rencontres avec des élus et représentants de la société civile. Mardi, elle s'est entretenue avec le général Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale, et hier, elle a participé à une réunion de travail avec Corinne Orsekowski, déléguée générale au service national universel. Je vais commencer la présentation des actualités avec quelques événements qui se tiendront dans les prochains jours et qui sont susceptibles de vous intéresser. Ce dimanche 14 mai, le gouverneur militaire de Paris organise la première édition des courses solidaires du Bleuet de France. Les personnes souhaitant participer pourront s'inscrire pour une marche de 2 km ou une course de 2, 4 ou 10 km autour de l'Hôtel national des Invalides. À cette occasion, des animations seront également proposées au public. Il y aura notamment un stand d'initiation aux gestes de premier secours et une présentation des équipes cinéphiles de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. L'intégralité des fonds récoltés lors de cet événement sera versée à l'œuvre nationale du Bleuet de France, œuvre caritative qui soutient les blessés, les familles endeuillées, les victimes d'actes de terrorisme et les pupilles de la nation. Je vous invite par ailleurs à visionner le dernier numéro du magazine Télé 2, Journal de la Défense, qui met en lumière le statut peu connu de ces pupilles de la nation. Ce reportage dresse le portrait de 5 pupilles âgés de 10 à 85 ans, accompagnés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Je poursuis les actualités avec un événement anniversaire, celui de la Patrouille de France. Considérée comme l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses formations acrobatiques du monde, la Patrouille de France fête son 70e anniversaire. Communément appelée la PAF, elle incarne depuis 1953 le savoir-faire de l'armée de l'air et de l'espace et plus largement celui du ministère des Armées. À cette occasion, la base aérienne 701 de Salon-de-Provence accueillera les 20 et 21 mai le meeting national de l'air. Ce sera un événement aéronautique de grande ampleur qui rassemblera plusieurs dizaines de milliers de personnes,
constituant ainsi une rencontre unique entre l'armée et sa nation. Pendant 2 jours, le public pourra admirer près d'une centaine d'aéronefs civils et militaires à travers des présentations statiques et des démonstrations dynamiques. Les ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace seront présents, la PAF bien sûr, l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace, l'équipe des ambassadeurs parachutistes de l'armée de l'air et de l'espace, les démonstrateurs Rafale Solo Display et A400M Tactical Display, mais aussi la musique de l'air et de l'espace, ainsi que les peintres de l'air et de l'espace. Des patrouilles étrangères suisses, britanniques, grecques, espagnoles, belges, croates et saoudiennes voleront aux côtés des ambassadeurs. Ce meeting est organisé au profit de la Fondation des œuvres sociales de l'air qui vient en aide aux orphelins, aux blessés et plus largement aux familles en difficulté de l'armée de l'air et de l'espace, mais aussi de la Direction générale de l'aviation civile et de Météo France. J'invite les médias qui souhaitent s'accréditer de se rapprocher du CIRPA Air. Mercredi prochain, le 17 mai, la chaire Défense et sécurité du territoire national tiendra un colloque à l'école militaire sur le thème « Territoire national et crise majeure, être prêt ». Cet événement sera organisé autour de 3 tables rondes. La première, intitulée « Anticiper les crises depuis les instruments technologiques et industriels sur le territoire national », traitera notamment des apports des intelligences artificielles telles que ChatGPT 4 dans la gestion de crise. La deuxième table ronde, assurer le continuum de sécurité et de défense, portera sur la préparation des armées face à l'évolution des types de menaces. La dernière, garantir le maintien des activités, se concentrera sur la continuité des activités soumises à des risques majeurs, informatiques, énergétiques et sociaux. Créée en septembre 2019, la chaire vise à favoriser des études de haut niveau autour des questions de défense et de sécurité du territoire national. Elle associe des personnalités issues des mondes universitaires et de l'entreprise, ainsi que de l'armée de terre. Son ambition est d'étudier les problématiques posées par les nouvelles formes de risques et de menaces sur le territoire national. Je termine sur les événements avec un challenge de l'armée de terre. Du 22 au 24 mai se tiendra la 4e édition du challenge tactique Dronex. Une soixantaine de militaires et une vingtaine de drones se réuniront au centre d'entraînement au combat, 1er bataillon de chasseurs à pied, dit Santac, de Mailly-le-Camp. 30 équipes s'affronteront, de jour comme de nuit, lors d'épreuves théoriques et pratiques mettant en œuvre des drones de type Black Hornet 3 et quadricoptère. Cette compétition est l'occasion pour les opérateurs de se mesurer les uns aux autres grâce à des ateliers aux scénarios inspirés des retours d'expérience des conflits récents et des conflits en cours. Ce challenge inscrit dans une dynamique de dronisation de l'armée de terre. J'invite les médias également qui sont intéressés pour assister au challenge de prendre attache avec le CIRPA Air. Je passe maintenant au domaine capacitaire. D'abord avec un bâtiment que nous suivons depuis plusieurs mois maintenant, l'Auguste Benebig. Le 5 mai 2023, la Direction générale de l'armement a réceptionné et livré à la Marine nationale l'Auguste Benebig, premier des 6 patrouilleurs outre-mer dits POM, destinés à la Nouvelle-Calédonie, la Réunion et la Polynésie française. Après un déploiement de près de 3 mois pour rejoindre Nouméa, son port de base, début avril, l'Auguste Benebig poursuit ses essais en Nouvelle-Calédonie. Cette réception conclut une campagne d'essais en mer commencée à Brest début 2023. Et cette campagne a été conduite par les experts de la Direction générale de l'armement en lien étroit avec les marins de l'équipage et les représentants du chantier naval constructeur Soka Renam. L'équipage va à présent tester les caractéristiques militaires du patrouilleur en vue de son admission en service actif. Pour rappel, les POM font partie du renouvellement capacitaire outre-mer engagé par la LPM 2019-2025. Les POM, les 6 POM, seront livrés et admis au service actif d'ici début 2026. Ils ont vocation à remplacer les patrouilleurs de type 400 tonnes. Ces nouveaux patrouilleurs disposent d'une autonomie et d'une élongation accrue afin de
couvrir les vastes zones économiques exclusives de nos territoires ultramarins et assurer des missions de souveraineté. Ces missions consistent notamment à la surveillance des approches maritimes, la police des pêches, la lutte contre le narcotrafic, le sauvetage en mer et l'assistance aux populations. Je conclus les actualités capacitaires avec la qualification d'une nouvelle version du pont modulaire d'assaut SPRAT, système de pose rapide de travure, par la Direction générale de l'armement. Développé par la société CNIM SI, le SPRAT est un engin de génie capable de déployer en quelques minutes un pont pour faire franchir à tout véhicule militaire, à roues ou chenillées, y compris le Charles Keller, un obstacle tel qu'une brèche sèche ou un cours d'eau d'une largeur de 25 mètres. Les systèmes d'aide au franchissement sont des capacités essentielles à la manœuvre des unités blindées. Le SPRAT a notamment été mis en œuvre lors de l'exercice interarmé Orion. Le nouveau standard doté de nouvelles capacités optroniques améliore la sécurité des phases de pontage et de roulage. Avant de passer au focus thématique, y a-t-il des questions en salle ou en audio ? Parfait, je continue. Donc je passe au focus thématique dédié au retour d'expérience de l'opération Sagittaire. Cette opération d'évacuation de ressortissants menée par la France au Soudan est intervenue dans un contexte d'extrême violence. Depuis le 15 avril, les affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont causé des centaines de morts et des milliers de blessés parmi la population locale. Face à la dégradation de la situation, les armées françaises, sur l'ordre du président de la République, ont déclenché une opération d'évacuation de ressortissants en coordination avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le gouvernement djiboutien. Cela s'est traduit par la mise en place des moyens aériens et maritimes pour évacuer près d'1 millier de ressortissants et de près de 80 nationalités différentes, dont plus de 200 Français. L'évacuation a été rendue possible grâce à la mobilisation et à l'engagement des forces armées françaises. Peu de pays sont en mesure de déployer autant de moyens en si peu de temps et d'opérer dans des conditions sécuritaires si difficiles. Je vais maintenant laisser le général Boïté, commandement des forces françaises à Djibouti, vous présenter les détails de l'opération. Général. Bonjour, donc je suis le général Laurent Boïté, je suis en poste à Djibouti depuis maintenant 9 mois, je suis arrivé l'été 2022. Et avant de vous parler plus spécifiquement de l'opération Sagittaire, un petit rappel sur ce que sont les forces françaises à Djibouti. Donc la présence des 1500 militaires sur Djibouti est encadrée par un traité de coopération et de défense avec la République de Djibouti. Et je dirais que nous avons 3 missions principales qui sont, 1, contribuer à la sécurité de l'intégrité territoriale de Djibouti. La deuxième mission, c'est bénéficier du point d'appui de Djibouti, que ce soit au niveau air, naval, à l'entrée de l'Indo-Pacifique. Et puis la troisième mission, c'est être en mesure de réagir en cas de crise dans la Corne de l'Afrique, dans la zone de responsabilité permanente des forces françaises à Djibouti, qui comporte les pays d'Afrique de l'Est étendus au Yémen. Et c'est bien dans ce cadre-là que nous sommes intervenus dans le cadre de l'opération Sagittaire. Alors, pour fonctionner, les FFDJ, c'est un régiment, le 5e régiment interarmé d'outre-mer, qui est un régiment complet de l'armée de terre avec toutes les capacités, infanterie, cavalerie, génie, artillerie et des hélicoptères. C'est une base aérienne avec des avions de chasse et des capacités d'accueil. Et puis c'est un point d'appui naval avec une base navale qui est en mesure d'accueillir les navires de passage, comme ce fut le cas en début d'année où nous avons accueilli par exemple le porte-avions Charles de Gaulle et le groupe aéronaval. Voilà à peu près rapidement brossé ce que sont les FFDJ. On en vient à l'opération Sagittaire. Donc effectivement, c'est une opération qui a été ordonnée par le président de la République au chef d'état-major des armées et qui m'a confié l'opération avec tous les moyens nécessaires pour pouvoir la conduire.
Alors revenons tout de suite sur l'histoire. Dès effectivement le 15 avril, il y a eu les premiers combats assez violents en ville, entre donc les FAS et les RSF, les Forces armées soudanaises et les Rapid Support Forces. Très vite, des combats imbriqués, durs, violents, à l'arme lourde, avec de nombreux morts et blessés. Et pour nos ressortissants étaient complètement bloqués en ville. Ils ne pouvaient pas sortir. Les quelques qui ont essayé de rejoindre l'ambassade ou des points de regroupement se sont retrouvés vraiment sous la mitraille et n'ont pas pu bouger. On se met en contact tout de suite avec, au niveau des forces françaises, avec la mission militaire de défense, avec l'attaché de défense, avec l'ambassadrice. C'est des gens avec lesquels j'avais l'habitude de travailler régulièrement. Je n'avais pas pu me rendre là-bas compte tenu des conditions sécuritaires, mais le lien était déjà établi. Alors on attaque tout de suite la planification. Alors, nous avons des plans qu'on appelle les plans RESEVAC, qui sont des plans d'évacuation de ressortissants. Ils sont mis à jour régulièrement. Celui du Soudan, nous l'avions mis à jour fin 2022, compte tenu de la situation assez volatile là-bas. Néanmoins, à partir du moment où on décide de déclencher l'opération, il faut planifier en fonction du contexte local. Et donc, j'ai demandé à mes troupes de préparer vraiment toutes les options possibles pour pouvoir intervenir. Nous avions 3 critères importants. Le premier, il fallait que ce soit rapide. Il n'était pas question de passer beaucoup de temps là-bas. Il fallait qu'il y ait une faible empreinte, c'est-à-dire pas trop de monde au sol pour pouvoir aller extraire nos ressortissants. Et puis la dernière chose, qui est peut-être la plus importante, il fallait que ce soit neutre. Il était hors de question que nous puissions être accusés d'être pour un bord ou pour un autre bord. Nous devions être parfaitement neutres. Et je savais que nous aurions une fenêtre de tir extrêmement courte. Quand les conditions pourraient être réunies, il fallait pouvoir la saisir. Donc on a planifié différentes choses. Prise de terrain au centre de Khartoum. L'aéroport de Khartoum est malheureusement complètement imbriqué dans la ville. Et il faisait l'objet de combats. Il y avait eu plusieurs avions déjà détruits sur l'aéroport de Khartoum. Il y avait l'option convoi, j'y reviendrai, qui avait été déjà faite par une autre nation avec de grosses difficultés et qui pouvait aller vers Port-Soudan, qui est un port sur la mer Rouge. Et puis il y avait différentes options également pour que ce convoi puisse peut-être passer par l'Éthiopie. Nous étudions toutes les possibilités pour pouvoir réagir au bon moment. Les renforts sont mis en alerte assez vite. Le 18, ils quittent la France et nous rejoignent. Alors, les renforts des A400M, 4 A400M, 2 C-130, des renforts du Centre de planification des opérations interarmées, du CPOIA, et puis également l'appui donné par le CAPCO, le Centre Air de planification et de conduite des opérations à Lyon, pour gérer la manœuvre aérienne. Également, dès le 20 avril, la Lorraine, de nos dernières frégates, qui est en mer Rouge, bascule dans l'opération Sagittaire. Donc j'ai toutes mes options prêtes, on est prêt à y aller, mais on n'a pas encore les bonnes conditions. Le 20, nous sommes prêts à y aller, mais il manque vraiment trop. Le 21, les commandos sont à l'avion, nous sommes prêts à partir, mais la neutralité n'est pas encore totalement acquise, il y a encore beaucoup de combats, le cessez-le-feu qui était annoncé jour après jour était extrêmement volatile. Et puis finalement, le 22, nous avons la possibilité d'y aller. Nous avons bien sûr le verre présidentiel, et puis nous avons les autorisations de haut niveau, c'est-à-dire les grands chefs des FAS et des RSF. La difficulté, c'était d'être sûr que ces ordres donnés en temps de guerre par les grands leaders descendaient jusqu'au plus bas échelon. Et donc nous avons eu tout un travail pour s'assurer que les ordres étaient bien donnés. Ce qui était assez compliqué. Chaque fois qu'on appelait le numéro 2, puis le numéro 3, puis le numéro 4, il nous disait toujours non, ne venez pas, c'est pas possible. Donc il fallait palabrer, négocier, avec un gros travail fait par l'attaché de défense sur place à Khartoum et la mission militaire de défense. Les avions d'école, avec à bord des forces spéciales et du personnel en mesure d'accueillir les premiers ressortissants, et nous faisons le choix d'un aérodrome au nord de Khartoum, une vingtaine de kilomètres au nord, qui était un peu plus facile d'accès et qui n'était pas détruit. Il faut bien voir que la situation restait quand même extrêmement tendue. J'ai eu le dernier verre pour rentrer le dispositif. Les avions rentraient dans l'espace aérien soudanais. J'ai juste eu ce verre à ce moment-là. Et le premier posé, c'est l'avion des forces spéciales air, le C-130, qui s'est posé sur une piste de nuit
alors qu'il y avait de la menace solaire, alors qu'il y avait des tirs d'artillerie antiaérienne qui montaient de ci, de là. Donc ça a été une prise de risque pour pouvoir se poser dans les meilleures conditions, prise de contact avec les forces armées soudanaises sur place, et pouvoir permettre ensuite, une fois que ce premier avion était posé, le poser des A400M. Les forces armées soudanaises sur place étaient un petit peu tendues, on peut le comprendre dans cet environnement. Et tout de suite, j'avais sur place comme représentant et comme commandant de l'opération sur place le chef de corps, le colonel Sébastien, le chef de corps du 5e RIAOM, qui a fait preuve de tact et de diplomatie pour aplanir toutes les difficultés et permettre au dispositif de se mettre en place sur la base. Il y a eu des moments où, quand les A400M se sont posés, on a eu des gens qui sont arrivés avec des armes braquées sur les avions. Il a vraiment fallu toute une diplomatie, finalement très française, pour permettre que ça se passe bien. Une fois qu'on était installé là-bas, les commandos ont pu commencer les convois pour rentrer en ville. Alors vraiment, il faut vous imaginer une zone de guerre, combat urbain, vraiment une zone difficile. Et donc, mes amis des forces spéciales, ainsi que du GIGN, puisque le GIGN était venu en renfort pour aider à la sécurisation de l'ambassade, ont pu commencer à s'infiltrer en ville, rejoindre les points où les ressortissants commençaient à être regroupés. L'ambassade de France, la résidence de l'ambassadrice et quelques autres points où enfin ils avaient pu commencer à sortir. C'est lors d'un de ces convois en ville que, la zone étant quand même particulièrement volatile, et le cessez-le-feu étant tout théorique, que les commandos se sont trouvés dans une zone de feu entre belligérants, et nous avons eu un blessé. Ils ont pu manœuvrer, ils ont fait vraiment un travail assez extraordinaire, récupérer le blessé et revenir sur la base qui était à 20 km au nord, sur laquelle nous avions positionné un module de chirurgie avec 2 chirurgiens en mesure de faire un premier traitement si nécessaire. Et ça a permis de sauver notre ami commando blessé. Et je tiens à saluer le travail des chirurgiens du service de santé des armées qui ont opéré par 50 degrés dans un endroit à peu près sans rien. On est très très loin du confort d'une salle d'opération d'un hôpital français. Une fois ce blessé s'est stabilisé, les commandos ont continué leur mission, sont retournés en ville pour sécuriser les convois et permettre enfin de récupérer les différents ressortissants. Des ressortissants français bien sûr, mais aussi des ressortissants internationaux, puisqu'il y avait eu des contacts qui avaient été pris à haut niveau, au niveau du Quai d'Orsay, pour permettre de récupérer les ressortissants d'autres pays. On est resté à peu près 48 heures sur Wadi Sedna avant de rentrer sur Djibouti. Et sur Djibouti, on a pu faire le premier accueil des premiers ressortissants. En parallèle, comme nous avions ouvert la route sur cet aérodrome, comme nous étions les premiers à se poser, nous avons pu communiquer et échanger et aider nos amis internationaux qui eux aussi ont pu venir derrière. Mais c'est bien parce qu'on a ouvert cette première porte que les autres pays, des Italiens, des Espagnols, des Anglais, ont pu venir et ont pu utiliser la piste. Au départ, d'ailleurs, c'est nous qui gérions les créneaux de poser pour permettre de fluidifier la chose et puis de ne pas trop agacer les forces armées soudanaises qui ne voyaient pas forcément très simplement tout ce débarquement de forces sur leur sol. Donc, arrivé à Djibouti, là, c'est un petit moment d'émotion parce qu'on récupère des gens qui ont quand même beaucoup souffert, qui ont vécu des moments assez difficiles. Il y avait quand les convois ont quitté la ville, il y avait des cadavres sur le bord des routes. Ils se rationnaient en eau, en vivres. Ils avaient presque plus de carburant pour faire tourner les groupes électrogènes. Donc ils étaient vraiment dans une situation très difficile. Donc on a pu les accueillir et très honnêtement les bichonner. Bien les bichonner. Donc on avait un dispositif, le centre de regroupement d'évacuation des ressortissants, armé par les gens de la base aérienne et du service du commissariat des armées, où là, on les prend en compte, il y a un peu de santé, il y a du soutien médical, on avait aussi des experts du centre de crise du Quai d'Orsay qui étaient venus et qui nous permettaient vraiment de bien s'en occuper. J'ai pu accueillir l'ambassadrice de France au Soudan, Raja Rabia, que je n'avais eu qu'au téléphone, donc ça a été un bon moment aussi d'émotion de pouvoir l'accueillir. Il y a eu un vrai travail de fait assez exceptionnel par l'ambassade de France à Djibouti. Puisque, vous le savez, nous avons évacué des Français, mais nous avons aussi évacué de nombreux ressortissants internationaux.
Et donc ces ressortissants étrangers étaient pris en compte aussi grâce à l'ambassade de France qui avait mis en place un dispositif consulaire et qui traitait et qui permettait de donner, de rendre aux différents pays ces ressortissants. Et donc je tiens à saluer l'action de l'ambassadrice de France, Madame Dana Pourcarescu, qui a vraiment fait un travail assez exceptionnel. Même sur l'accueil, les familles des forces françaises à Djibouti ont été mises à contribution, et rien de mieux que des mamans entre elles pour s'occuper et accueillir les ressortissants. Ça a été aussi quelque chose d'important que je tenais à signaler. Je vous avais parlé d'un convoi routier possible. Les Saoudiens avaient fait un petit peu plus tôt un convoi routier depuis Khartoum vers Port-Soudan. Ce convoi s'était pas très bien passé. C'est un convoi qui avait été quand même assez compliqué, mais c'était une option que je ne voulais pas fermer parce que nous n'étions pas sûrs de pouvoir réussir à faire l'opération que nous avons faite sur Wadi Sedna et au nord de Khartoum. Donc, dès le 20, effectivement, la frégate Lorraine rentre dans l'opération Sagittaire. Nous la faisons rallier très vite Djibouti pour charger des commandos marines, des fusiliers marins, un hélicoptère, médecins supplémentaires, et pour pouvoir repartir très vite devant Port-Soudan. Bon, il se trouve que nous faisons notre opération aérienne d'évacuation principale. Néanmoins, nous pouvons proposer à d'autres d'utiliser ce moyen. Et un convoi ONU était parti le matin même où nous commencions à faire les évacuations par voie aérienne sur Khartoum. Un gros convoi, environ 1 millier de personnes. Et donc, la frégate Lorraine a pu venir accoster et récupérer, à la demande de l'ONU, 400 ressortissants supplémentaires. Donc on en avait évacué environ 500 par voie aérienne, 400 supplémentaires qui ont pu partir de Port-Soudan et aller sur Djeddah. Alors deux choses, c'est la première fois depuis 1996 qu'un bateau français accoste à Port-Soudan. Ce n'est pas simple. Ils l'ont très bien fait, les commandos ont pu aller faire des reconnaissances, ils ont pu sonder, donc c'est un gros travail. Et deuxième chose, ça s'est fait avec l'appui du commandement des forces aux Émirats Arabes Unis, à l'Indien, qui a été d'un appui constant et qui a une vraie logique régionale lui aussi, puisque l'Arabie Saoudite, où les ressortissants ont débarqué, est dans la zone de responsabilité. Dernière opération qui a eu lieu vers le 27-28, beaucoup plus à l'ouest, c'était l'opération sur El Fasher. El Fasher, c'est dans le Darfour, et il y avait une centaine d'humanitaires qui ont demandé à être évacués. L'ONU nous a demandé, n'avait pas trouvé aucune solution d'évacuation. Elle a demandé si la France pouvait le faire. Nous l'avons étudié et nous sommes allés chercher cette centaine de ressortissants à El Fasher. Alors là, c'était une opération encore finalement plus complexe, une vraie opération aérienne qui a été organisée et menée par CAPCO, le Centre Air de Planification et de Conduite des Opérations, à Lyon, parce qu'on avait une distance qui allait de Djibouti jusqu'au Tchad, avec des moyens aériens qui venaient un petit peu de partout, des Mirage 2000D qui venaient plutôt du Tchad, on avait du Reaper, on avait les moyens bien sûr A400M qui partaient de Djibouti. Là encore, il a fallu faire une prise de terrain par le C-130 des forces spéciales air qui s'est posé. Nous avions aussi prépositionné cette fois-ci différemment. Nous avions monté le petit module de chirurgie vitale dont je vous ai parlé. Nous l'avions monté à l'intérieur de l'avion, au cas où, on ne sait jamais. Là, les ressortissants ont pu, contrairement à Khartoum où les ressortissants, nous les avions récupérés en ville, là, les ressortissants ont pu, les humanitaires ont pu rejoindre directement l'aérodrome d'El Fasher, sur lequel nous nous sommes posés, pareil, feu éteint, de nuit, sur un environnement sécuritaire qui était là encore un petit peu compliqué. Il a fallu, là encore, négocier avec toutes les forces en présence. Et mon chef d'état-major a passé une bonne partie de sa nuit avec tous les interlocuteurs, les différentes factions, pour être sûr que ça se passerait bien. Donc là, c'est une centaine de personnes qui ont été récupérées, qui ont été déposées à N'Djamena. Et ensuite, tout le dispositif a pu rentrer sur Djibouti. Voilà sur une opération finalement très courte, qui nous a permis d'évacuer, vous le disiez, près de 1000 personnes, un peu plus de 1000 personnes, de plus de 80 pays différents. Ce que je retiens de cette opération, c'est une opération effectivement complexe en zone de guerre, une opération militaire complexe en zone de guerre, qui a nécessité beaucoup de coordination, une coordination à la fois à tous les niveaux, une coordination bien sûr au niveau parisien, où il y a eu un vrai travail avec le centre de crise du Quai d'Orsay, en lien avec le centre de planification et de conduite des opérations, c'était très fluide. Et puis nous, également, sur le terrain,
avec une coordination et une collaboration de tous les instants, notamment avec l'ambassade de France à Khartoum, mais bien sûr l'ambassade de France à Djibouti. Et donc c'est bien cette équipe France soudée qui a permis de fonctionner. L'intérêt du point d'appui, je pense qu'il n'y a pas à y revenir, le point d'appui de Djibouti, parce que ça nous permet d'avoir une autonomie d'appréciation, une autonomie de connaissance de la zone. Quand il faut obtenir des autorisations de survol sur des pays limitrophes, c'est bien parce qu'on les connaît, parce qu'on a l'habitude de travailler avec eux, qu'on a incarné la relation, qu'on y arrive. La même chose pour les FFEAU, qui connaissent bien l'Arabie Saoudite et qui ont pu faciliter tous les travaux qui ont pu être faits sur Jeddah. Voilà. Et puis tout simplement de l'entraînement. Voilà, ça ne vient pas tout seul, ce type d'opération. Beaucoup d'entraînement de savoir-faire individuel qu'on a pu mécaniser, faire et refaire, qui nous ont permis de choisir les bons outils au moment précis pour faire l'opération. On avait fait un exercice d'évacuation de ressortissants pour travailler avec le consulat sur Djibouti début mars. Voilà. Ce qui fait que quand on a déclenché l'opération, on se connaissait et on savait travailler ensemble. Voilà, je suis prêt à répondre à vos éventuelles questions. Merci beaucoup, Général. Si vous avez des questions dans la salle, éventuellement. Oui, bonjour, Pierre Julien, indépendant. Quelques petites précisions. Rotation des C-130, c'est celui des forces spéciales, quoi. C'est le Poitou, c'est ça. D'accord. Les A400M, c'est 7 rotations, c'est ça? Non, enfin, je vois le bilan, donc c'est comme si j'étais déjà au courant de tout. C'est bien ça. Et puis, juste là aussi, pareil, c'est l'A400M qui va chercher les ONG de El Fasher. Oui, c'est-à-dire c'est le C-130 qui pose en premier, et ensuite on fait poser un A400M qui peut prendre les ressortissants. Alors on a tout un dispositif d'accueil sur place pour les trier, pour vérifier un peu leur identité rapidement, vérifier qu'ils n'ont pas une bombe à bord de l'avion, et puis qui a déposé effectivement les ressortissants au Tchad. C'est bien d'avoir la 400M qui est un avion qui est à la fois gros, qui dure longtemps, qui va vite, qui a une belle autonomie, qui nous permet de charger. On avait le rétexte de l'opération Apagan, sur lequel on avait pu charger beaucoup de monde, et ça on a pu le remettre en œuvre. Vous nous avez parlé donc de modules de chirurgie, ça c'est habituel ou c'est, disons, un peu exceptionnel, ou c'est maintenant, on va dire, dans l'application normale, à partir du moment où il y a une évacuation de ressortissants et autres, et surtout un emploi des forces Le module de chirurgie vitale, c'est pas nouveau, ça fait quelques années que c'est employé. Là, c'était particulièrement adapté, puisque ça nous permettait de mettre une capacité chirurgicale au plus près. Et c'est vraiment ce qui nous a permis de fonctionner. J'ai même, dans l'organisation des avions, puisqu'on a eu 3 A400M qui ont posé, on espérait en faire un 4e, qui n'avait pas pu se poser sur Wadi Sedna, j'avais fait attention de le mettre dans le 3e avion, pour qu'on puisse l'utiliser. Et oui, c'est une capacité essentielle, et qui... Voilà, je réinsiste sur le travail. Je pense qu'on ne se rend pas vraiment compte de ce que ça peut être dans ces conditions-là. Mais voilà, les chirurgiens du SSA, du service de santé des armées, sont assez remarquables. Alors, dernière question. On a vu des images, mais en même temps, ça serait bien si vous le confirmez. Quels véhicules ont été employés pour évacuer, à partir des ambassades, tous les ressortissants, qu'ils soient français, et puis notamment, les forces spéciales avaient leur propre véhicule où... Elles sont arrivées avec les Toyota récupérés ou autres. Et puis, vous nous avez parlé effectivement d'un des commandos qui a été blessé. Y a-t-il eu d'autres engagements qui ont, par rapport aux factions, vous nous l'avez dit tout à l'heure, évidemment, peut-être que les hautes autorités étaient au courant des accords, mais que... le gars avec sa calache en bas, il n'est pas forcément au courant que des soldats étrangers viennent, et donc il a plutôt envie de tirer sur eux. Alors, au niveau des... J'avais plein de questions. Donc, au niveau des véhicules, nous avons utilisé aussi beaucoup de véhicules blindés qui étaient déjà sur place. Khartoum n'étant pas une zone très facile, l'ambassade avait des véhicules blindés, donc ils ont pu être utilisés. Et puis, nous avons aussi, quand il y avait de gros convois, tout bêtement loué des bus
Donc les gens sur place ont dépensé un peu d'argent pour louer des bus et pour sécuriser tout ça. Et nous avions pris quelques véhicules, effectivement, en plus, gamme commerciale. Le commando, déjà, il va bien, il va beaucoup mieux, hein, ce qui est important. Et puis, bon, je ne détaillerai pas plus ce qui a pu se passer en ville, hein, qui relèvent des opérations spéciales, mais je dirais que ce qui compte, c'est que nous n'avons eu aucun blessé parmi les nombreux ressortissants que nous sommes allés chercher à plusieurs reprises, et que, oui, effectivement, il y a toujours le gars qui n'a pas reçu l'ordre avec sa Kalachnikov, mais globalement, c'est un travail que nous avons réussi à faire à peu près partout et à sécuriser pour pouvoir être accompagnés par les bonnes personnes et éviter qu'il y ait d'autres combats. Il y a eu vraiment ce gros contact qu'ont eu les commandos quand ils sont avec les gens du GIGN quand ils sont rentrés. Il y a eu ce qui était vraiment très brutal et très violent. Et après, non, il y a eu 2 tirs antiaériens plusieurs fois, plusieurs reprises qui étaient en ville. Et puis après, voilà, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas des tirs ici et là qui rafalent. C'est un cessez-le-feu tout relatif. Voilà. Bonjour, correspondante de la chaîne de Dubaï à l'Arabia. Grâce à l'opération Sagittaire, plus de 1000 personnes de 80 nationalités ont été mises en sécurité. En votre qualité de chef de force française à Djibouti, parlez-nous de difficultés que vous avez rencontrées. Alors, sur Djibouti, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés. Ça s'est bien passé. Notamment grâce aux autorités djiboutiennes, hein, qui ont facilité les choses pour nous permettre d'accueillir tout ce monde. C'est pas rien quand même, tous ces ressortissants, tous ces moyens qui viennent sur la ville, et le partenaire djiboutien a été absolument remarquable. Voilà, c'est ça vraiment le point que je retiens. Ça s'est bien passé de ce côté-là. Pour le reste, je vous l'ai dit, c'est une opération complexe, donc il ne fallait rien oublier, ne rien rater en coordination. Donc je n'ai pas eu de grosses difficultés. Un gros réseau qui a bien fonctionné et beaucoup de fluidité. Je vous parlais de l'équipe France, beaucoup de fluidité française, beaucoup de fluidité entre les différents ministères, les différents acteurs. C'est aussi, je pense, la clé du succès. Ma deuxième et dernière question. Vous avez évacué depuis Djibouti un certain nombre de Soudanais et notamment des Franco-Soudanais. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Pas en ma possession. Je pense qu'il faut plus regarder vers le Quai d'Orsay, puisque une fois que l'évacuation, il y a différentes phases. Hein. Les militaires, nous nous occupons de récupérer les ressortissants rassemblés sur un point et nous les amenons à un point d'évacuation secondaire. À partir de là, c'est vraiment le Quai d'Orsay, je vous ai parlé de l'ambassade de France à Djibouti, qui reprend ça en compte et qui les remet aux différents consulats. Donc la question est plus à retourner vers nos camarades du Quai d'Orsay. Oui, bonjour, Aude Leroy, indépendante. Je voulais savoir, est-ce que, j'ai pas très bien compris, est-ce que les forces italiennes, espagnoles et je sais plus quel était le troisième pays, ont posé au nord de Khartoum? Déjà, première question. Je continue. Deuxièmement, l'équipe médicale qui était installée au Soudan, combien de personnel la composait? Troisième question, quand est-ce que le commando a été évacué? Et j'imagine, alors est-ce qu'il est revenu sur Djibouti ou est-ce qu'il a été évacué directement en France? Comme il y a 200 ressortissants français sur les 1000 que vous avez évacués, est-ce que vous aviez anticipé le fait d'évacuer beaucoup de ressortissants étrangers? Et où ont-ils été accueillis quand à Djibouti, près de ce millier de personnes, et combien de temps sont-ils restés? Merci. Bien, donc pour le poser au nord de... Pour le poser sur le terrain de Wadi Sedna, qui était au nord de Khartoum, il y a d'autres pays effectivement qui se sont posés derrière, les Allemands, les Anglais, les Espagnols, les Italiens, je crois même qu'il y a eu des Turcs un peu plus tard. Nous avons facilité le poser des premiers avions internationaux. Tous ne repassaient pas par Djibouti.
Et ils ont pu évacuer certains de leurs ressortissants sur différents endroits après. Hein. Certains allaient à Chypre, d'autres allaient ailleurs. Enfin, chacun avait sa destination. Voilà, pour ce point-là. J'insiste quand même, c'est bien notre ouverture qui a permis, cette prise de risque qui a permis derrière. D'ailleurs, nous avions fait un petit groupe international d'officiers de liaison qui venaient nous voir tous les jours, et donc on leur donnait les éléments. Moi, j'avais reçu une autorité italienne militaire qui est venue me voir, qui m'a dit ça se passe comment. Je lui ai dit tu peux passer par là, va pas par là, fais attention ici, c'est dangereux. Enfin voilà, on a fait ce rôle de coordination. Au niveau du service de santé, nous avions environ 15 personnes, enfin, pas environ, nous avions 15 personnes, mais qui étaient réparties dans différentes fonctions sur le terrain. Certains étaient intégrés, des médecins intégrés aux opérations spéciales, d'autres sont venus avec les gens du Quai d'Orsay, qui étaient positionnés, du centre de crise, qui étaient positionnés pour les premiers accueils, d'autres c'était du personnel des FFDJ, du service de santé des FFDJ, voilà, qui avaient chacun des rôles différents, mais c'est environ une quinzaine de personnes. Le commando évacué, oui, passait par Djibouti, et repassait par Djibouti après sa stabilisation, avant d'avoir une évacuation stratégique vers la France. Et puis, oui, nous avions anticipé, bien évidemment. La tradition fait que d'autres pays se retournent vers la France, à Paris, au niveau diplomatique, où c'était déjà retourné vers l'ambassade de France à Khartoum, en leur demandant de pouvoir évacuer leurs ressortissants, surtout des pays européens. Et donc, oui, nous nous étions disposés à organiser pour accueillir une masse assez importante. En fait, avec le système qui a été mis en place, tous les ressortissants étrangers ont été pris assez vite par leur consulat. À Djibouti, par exemple, vous avez certaines nations n'ont pas d'ambassadeurs résidents, mais des ambassadeurs étaient venus pour l'occasion et se sont occupés de les récupérer une fois qu'on avait fait le premier tri. Et pour les ressortissants français et quelques autres, hein, nous avons accueilli un certain nombre de pays. Nous les logions au sein des forces françaises sur la base aérienne. Voilà, on a fait un peu de place. Hein, les marsouins du 5e RAOM sont allés dans les tentes non climées pour laisser des pièces et des pièces climatisées pour mettre le meilleur accueil possible pour les ressortissants, comme je vous le disais, qui avaient quand même été durement éprouvés. Bonjour, Théo Sauvignet pour Le Point. Alors, j'ai une question sur le transfert de la coordination de l'aérodrome. Vers qui et pourquoi? À quel moment? À propos des Américains, bon, il y avait énormément de ressortissants américains à évacuer aussi. Ils ont fait de leur côté. Est-ce que vous avez eu des liens avec eux et dans quelle mesure vous les avez aidés ou pas? Comment s'est passée la coordination avec les Américains en tout cas? Ah oui, les ressortissants qui ont été évacués vers Jeddah depuis la FREM, qu'est-ce qu'ils sont devenus ensuite? Est-ce qu'ils ont été rapatriés à Djibouti ou répartis depuis Jeddah directement? Expliquez-nous. Je vais commencer par cette dernière question. Ils ne sont pas repassés par Djibouti. À Jeddah, vous avez au niveau consulaire, il y a de nombreux, comme c'est un point d'entrée d'ailleurs de pèlerinage, donc il y a vraiment un dispositif consulaire assez solide des différents pays qui ont pu prendre en compte leurs ressortissants et ensuite les évacuer par voie aérienne civile. Je vous dis, c'est à partir du moment où nous, les militaires, nous avons transféré, c'est plutôt les aspects diplomatiques qui se mettent en œuvre. Par exemple, pour ceux qui étaient à Djibouti, il y a eu un avion d'Air France qui a été affrété et qui a pu les ramener en France sur l'accueil que vous avez dû voir dans les médias derrière. Sur la coordination de l'aérodrome, nous avons transmis le flambeau, je dirais, aux Allemands. Il y a un gros détachement allemand qui était venu, qui est resté quelques jours après nous. Donc nous avons fait à peu près 24 heures avec eux. Nous leur avons montré, donné les bons points de contact, conseillé aussi, puis fait un petit TOA, Transfer of Authority, entre les deux, avant de quitter et de revenir. On a même laissé pendant encore 24 heures un petit détachement à nous pour finir, pour être sûr que la coordination était bien réussie. Et puis après, nous sommes partis. Et après, les Allemands eux-mêmes, de ce que j'en sais, ont transmis le flambeau aux Anglais, aux Britanniques. Parce que les Allemands avaient terminé et que les Britanniques... Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez transmis aux Allemands? Parce que les Allemands étaient là et voulaient reprendre la suite. C'est aussi simple que ça. Et puis la liaison avec les Américains, oui, une bonne coordination avec les Américains. Ils ont fait plutôt une opération d'extraction de leurs diplomates
Ils ont fait cette opération-là, qui a eu lieu en même temps que notre opération d'arrivée sur Khartoum. Donc on s'est bien évidemment coordonné pour ne pas... Pour bien se séparer les espaces aériens. D'ailleurs, c'était un gros travail, là encore, de Capco à Lyon, de faire les séparations aériennes. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Nous avons partagé du renseignement et partagé des informations sur la situation sur place. À Djibouti, il y a une base américaine, donc nous avons de bons contacts. Là aussi, voilà, c'est agréable de pouvoir continuer assez facilement. Mais cette opération, nous l'avons vraiment menée en autonomie, avec des moyens français et nationaux. Bonjour, Xavier Vasseur, Naval News. Pour revenir sur la FREMM Lorraine, où est-ce qu'elle se trouvait lorsqu'elle a reçu ses ordres de faire demi-tour? Il me semble qu'elle était engagée dans l'opération Atalante. Les photos montrent la présence d'un hélicoptère Puma sur la plateforme hélico. Donc pourquoi un Puma et pas un Caïman Marine? Et pour l'arrivée à Port-Soudan, quel était le rôle précisément des commandos marines? Enfin, si j'ai bien compris ce que vous essayez de dire, la FREMM n'a pas bénéficié de soutien portuaire pour accoster, pas de remorqueur, etc. Et enfin, combien de temps a duré la traversée vers Jeddah? Et qu'est-ce qui était prévu à bord pour les PAX? Alors, donc la FREMM, elle a ravitaillé assez rapidement. Donc elle était en train de faire une traversée longue durée. Je regarde le Sherpa Marine pour ne pas dire de bêtises, traversée longue durée avant son admission au service actif. Donc on pouvait bénéficier de ce bateau, on l'a d'abord fait ravitailler pour qu'il soit plein de pétrole, plein de gazole de navigation, et ensuite on a mis des moyens complémentaires. Au départ, on ne savait pas du tout si on réussirait ou pas à accoster à Jeddah. Et dans l'idée initiale, c'était on met des embarcations avec des fusiliers marins, des commandos marines, et puis peut-être qu'on fera des Noria vers la côte pour récupérer des ressortissants comme ça. Le Puma, il n'y avait pas d'hélicoptère à bord de ce bateau parce que il est juste sur une mission de longue durée en admission au service actif, avant la mission au service actif. Et donc, on se dit, tiens, un hélicoptère, ça peut être utile. Hop, on lui a mis un des Pumas des FFDJ, voilà, qu'il a pu utiliser peu, mais c'était, si jamais il ne pouvait pas accoster, on aurait pu avoir des mouvements à faire ou récupérer un blessé, enfin, transformer ce bateau qui est déjà assez exceptionnel en couteau suisse, spécifiquement pour cette opération. Moi, je tiens vraiment à saluer le travail qu'ils ont fait, parce qu'ils se sont réorganisés, ils ont accueilli les gens à bord, enfin, il y a des photos de tous les gens dans le hangar, dans le pont, ils se sont mis aux petits soins pour eux, parce que bon, un bateau de guerre, c'est pas un bateau de croisière, hein, mais voilà, la traversée a duré une nuit, et donc l'accueil s'est fait à Jeddah avec les autorités saoudiennes et les autorités consulaires qui ont pu accueillir. Est-ce qu'il y a des questions en audio ? Non. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie, Général. Et nous allons passer au point sur les opérations en cours avec le colonel Godillère. Merci, Madame la Directrice. Bonjour. Et on commence par le flanc Est, assez traditionnellement, où les armées françaises sont toujours engagées, pleinement engagées, dans le renforcement de l'OTAN, de la posture dissuasive et défensive de l'OTAN, donc sur le flanc Est de l'Europe. D'abord, en Atlantique Nord, des activités interalliées de coopération maritime, avec d'abord 2 équipages de l'avion de patrouille maritime Atlantique 2 et le bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme, BCR Somme, qui ont participé du 22 avril au 6 mai à l'exercice interallié Dynamic Mongoose. C'est un exercice de lutte anti-sous-marine de grande envergure, organisé par l'OTAN dans l'Atlantique Nord et qui a rassemblé ici 15 bâtiments de surface, des avions de patrouille maritime, je viens de parler de la TL2, et une douzaine de nations participantes. Le BCR Somme était l'unique ravitailleur de cet exercice et donc il a tenu un rôle essentiel pour l'ensemble de la flotte qui était déployée, interalliée qui était déployée, avec plusieurs ravitaillements à la mer. Et il a fait ceci tout au long de l'exercice. L'Atlantique 2, quant à lui, était basé à Keflavik, en Islande, et a fait plusieurs exercices de pistage impliquant une force à la mer, un ou plusieurs sous-marins et des hélicoptères. Cet exercice permet et a permis d'entretenir l'interopérabilité des marines alliées dans cette zone hautement stratégique.
Toujours au nord, en mer d'Écosse, cette fois-ci, du 8 au 26 mai, la frégate multimission Bretagne prend part à l'exercice interallié bisannuel conduit par l'OTAN qui s'appelle Formidable Shield 2023. C'est un exercice qui permet aux marines alliées, marines participantes, de s'entraîner à la défense aérienne, anti-aérienne et anti-missile. Cette coopération de haut niveau contribue à la défense collective de l'Alliance et démontre la capacité à faire face à toute menace potentielle. Aux côtés de 9 autres nations partenaires, la France a également été engagée par le biais de la frégate de défense aérienne Chevalier Paul. En mer Baltique, toujours de la coopération maritime, mais il s'agit cette fois-ci d'un CMT, un chasseur de mines tripartite, le CMT Pégase, qui a poursuivi ses opérations en mer Baltique, donc intégré au sein du groupe de guerre des mines de l'OTAN. Le Pégase a ainsi pu renforcer son interopérabilité avec les autres unités du groupe, tout en profitant d'une relâche opérationnelle à Szczecin pour effectuer des manœuvres avec la marine polonaise, en groupe constitué. Et le groupe de guerre des mines a ensuite repris sa patrouille en mer Baltique. Du 29 au 8 mai, la FREM, la frégate multimission Normandie, a participé à l'exercice Aurora. C'est le plus grand exercice interarmé suédois, mobilisant plus de 26 000 militaires de 8 nations différentes, dont 6 pays riverains de la Baltique, ainsi que la France et le Royaume-Uni. Cette contribution illustre l'importance donnée par la France à la relation bilatérale avec la Suède et avec les autres alliés engagés. En Estonie, avec la mission Lynx, alors c'est terminé, mais je vais faire un petit focus dessus, puisque c'est le premier point presse depuis longtemps. Depuis son arrivée le 2 mai, la batterie d'artillerie composée de 4 Césars et ses 60 artilleurs de marine prépare l'exercice Springstorm. Et dès le 3 mai, la batterie César, aux côtés d'un lance-roquette HIMARS de l'armée américaine, d'un canon AS-90 britannique et d'un obusier K9 estonien, a participé à une démonstration statique rassemblant l'ensemble des moyens d'artillerie déployés en Estonie. Et donc c'est des échanges de procédures et de techniques employées par les différents moyens artilleurs. Sur l'île de Saaremaa, la section des sapeurs du 1er régiment étranger du génie a été accueillie par l'Estonian Defence League, EDL, de Kuressaare, afin d'entretenir des liens réguliers d'entraînement communs avec cette ligue particulière de réservistes citoyens, finalement. Pendant cet exercice, légionnaires et réservistes citoyens estoniens se sont entraînés ensemble et ont partagé leurs compétences, notamment au cours de tirs d'exercice et des savoir-faire propres au génie. Toujours sur le flanc est, mais dans l'air, des missions aériennes au profit de l'OTAN, avec le 4 mai, 2 rafales de l'armée de l'air et de l'espace, de la base aérienne de Saint-Dizier, qui ont été déployées pour conduire une mission d'entraînement conjoint dans l'espace aérien des pays baltes, aux côtés d'avions de chasse américains F-22, des avions de chasse allemands Tornado et des avions de chasse britanniques Typhoon EF-2000. Dans cette mission, ils étaient opposés fictivement à des chasseurs portugais F-16, roumains F-16 et finlandais F-18. Et dans le cadre de cet entraînement, un avion MRTT Phoenix de la base aérienne d'Istres a ravitaillé les chasseurs et les F-18 finlandais afin de garantir une autonomie sur zone. Mission Aigle en Roumanie, du 2 au 8 mai, les militaires de la 7e compagnie de commandement et de transmission ont déployé le poste de commandement PC, donc de l'état-major de brigade français, qui est déployé en Roumanie dans le cadre d'un exercice qui s'appelle Dacian Spring. Cet exercice est piloté par la division multinationale de l'OTAN et il a pour objectif de tester le niveau de déploiement d'urgence d'un PC, d'un poste de commandement de niveau brigade sur court préavis par la France, qui est nation cadre, encore une fois, en Roumanie. Une fois déployé, le PC de brigade a pour objectif de prendre le commandement de plusieurs bataillons otaniens basés en Roumanie et en Bulgarie notamment. Pour cette séquence, il y a une phase de wargame de 2 jours, pendant laquelle les différents échelons de commandement s'entraînent et continueront à s'entraîner à mettre en œuvre des manœuvres défensives pour faire face à une attaque ennemie simulée sur le sol roumain notamment.
En Méditerranée, appréciation autonome de situation maritime et aérienne par un détachement d'Atlantique 2 depuis la Sud, en Crète. Et il a, donc, au-delà de l'appréciation autonome de situation, cet avion est mis à contribution de différentes missions. Par exemple, le 5 mai, un vol sous contrôle opérationnel de l'OTAN. Le 6 mai, un vol en soutien direct à l'opération Irini, qui est une opération de l'Union européenne. Et le 8 mai, un vol sous contrôle national, cette fois-ci, du commandement de zone et d'arrondissement maritime Méditerranée, qu'on appelle SECMED. Toujours en Méditerranée orientale. Du 24 avril au 5 mai, 2 rafales, cette fois-ci de l'armée de l'air et de l'espace, de la base aérienne projetée au Levant, ont représenté la France dans un exercice multinational organisé par la Grèce qui s'appelle Iniokos 23, organisé par l'Hellenic Air Force. Donc. Ces rafales étaient redéployées sur la base aérienne d'Andravida, en Grèce, et le but de cet entraînement conjoint est de la haute intensité, un entraînement à de la haute intensité, dans une logique de coopération européenne et internationale. Les chasseurs français ont pris part à des missions extrêmement variées, des manœuvres offensives, de la défense aérienne, de la recherche et du sauvetage au combat, ou encore de la lutte anti-surface. Au total, c'est près de 30 sorties aériennes qui ont été effectuées au profit de cet exercice. Tout au long de ce déploiement, les armées françaises se sont illustrées en assurant à 3 reprises le rôle de Mission Commander, donc chef de mission d'un dispositif aérien multinational. Et toujours dans le même exercice, la France a été également sollicitée pour reprendre le rôle de RAIDER, donc la force adverse, simulée évidemment, dans le cadre d'une NATO Response Force Evaluation, l'évaluation de la force de réaction de l'OTAN. Ce type d'exercice international permet là aussi de développer l'interopérabilité entre les 11 nations représentées grâce au partenariat, notamment entre la France et la Grèce. En Afrique, dans le golfe de Guinée, le patrouilleur de haute mer, le PHM Commandant Biro, a quitté son port base le Toulon le 1er mai pour son premier déploiement de 2023 dans le cadre de l'opération Corimbe. Lors de cette mission de 3 mois, le PHM Commandant Biro conduira notamment l'exercice Megalops African Nemo 23 et participera à la dernière phase de l'entraînement d'un patrouilleur ivoirien. Il embarquera aussi de nombreux stagiaires de pays du Golfe de Guinée dans le cadre de la coopération avec l'école navale à vocation régionale, ce qu'on appelle l'ENVR de Tika, et il réalisera de nombreuses périodes d'instruction opérationnelle au cours des 10 escales qu'il conduira pendant 3 mois, donc dans la zone du Golfe de Guinée. Au Sahel, plusieurs actions de partenariat. Au Tchad d'abord, le 23 avril, un convoi constitué de militaires tchadiens et français s'est rendu dans la ville de Gorée, au sud du Tchad. L'objectif de cette opération conjointe, appelée DEUR, est conçue à la demande des autorités tchadiennes, par l'armée nationale tchadienne bien évidemment, et les militaires des éléments français de partenariat au Sahel, était de rénover un poste frontière entre le Tchad et la Centrafrique. Et vous voyez ce poste frontière réhabilité donc sur les photos à droite. Les militaires de l'armée nationale tchadienne et les éléments français au Tchad ont mené ce chantier en 1 semaine, témoignant ainsi de l'offre partenariale de la France auprès du Tchad, en réponse à un besoin exprimé par les partenaires tchadiens et intégré à une opération tchadienne. Au Sahel toujours, mais cette fois-ci au Niger, dans le cadre du partenariat militaire de combat dans la zone des 3 frontières. Vous savez que les forces armées nigériennes mènent régulièrement des missions de lutte contre les groupes armés terroristes. Eh bien, dans la zone d'opération Al-Mahaou, les forces françaises au Niger accompagnent et appuient ces missions, sont intégrées à l'opération nigérienne. Et il y avait notamment du 1er au 17 avril une opération qui s'appelait l'opération, et donc conçue là aussi par les Nigériens, qui s'appelait l'opération Egahan, dans le Liptako nigérien, à l'ouest de la zone d'opération Al-Mahaou. Les forces armées nigériennes avaient pour objectif, dans un premier temps, de perturber la capacité d'évolution des groupes armés terroristes, et ainsi, et aussi de dissuader les vols de bétail, qui sont des ressources, bien sûr,
pour ces groupes armés terroristes et qui perturbent la réimplantation des populations nigériennes dans cette région. Les forces armées nigériennes étaient appuyées par un détachement du groupement tactique interarmes Belfast. Et ensemble, ils ont bouclé les zones clés en progressant de village en village au contact de la population. Les militaires nigériens ont poursuivi leur contrôle de zone à l'extrême nord, en zone contestée par les groupes armés terroristes. La complémentarité entre les détachements a contribué au succès de cette opération. Au Proche et Moyen-Orient, dans le cadre de l'opération Chamal, le 2 mai, 2 rafales de la base aérienne projetée au Levant ont effectué une mission de Partner Nation Integration, PNI, au nord de Bagdad, avec les forces aériennes irakiennes, donc forces aériennes françaises et forces aériennes irakiennes. Dans ce scénario air-sol, les rafales français ont simulé un combat aérien 1 contre 1, et l'un des rafales était guidé par un contrôleur de défense aérienne irakienne. Ce type d'entraînement concourt pleinement au renforcement de la coopération bilatérale militaire avec l'Irak, afin de soutenir les forces armées locales et contribuer à la stabilisation de la situation sécuritaire dans la région. Le 3 mai, le lendemain donc, 2 rafales de la base aérienne projetée ont conduit un nouvel entraînement, cette fois-ci d'appui aérien rapproché. Et donc c'est au profit de contrôleurs aériens avancés, ce qu'on appelle des JTAC, Joint Terminal Attack Controller, jordaniens. Et donc ce sont des guideurs, enfin du guidage d'avions pour des attaques au sol. Le JTAC de la force partenaire a coordonné l'action des rafales français sur un champ de tir dédié pour ce type d'entraînement. Et le succès de cette manœuvre a illustré une fois de plus l'excellente coopération avec les forces partenaires et leur interopérabilité. Dans la zone des forces françaises aux Émirats arabes unis, un focus sur les activités de coopération dans le cadre de l'exercice El Imeimat 23. Depuis le 24 avril, le 5e régiment de cuirassiers conduit l'exercice El Imeimat dans le cadre de la coopération bilatérale franco-émirienne. Cette année, El Imeimat réunit au total plus de 400 soldats français et 130 matériels terrestres, dont des blindés VBCI, des Césars et des chars Leclerc. Et ceci à côté de plus de 150 militaires et près de 80 véhicules émiriens. L'exercice rassemble un sous-groupement tactique interarmes blindé renforcé, armé par le 5e RC, donc régiment de cuirassés, et un sous-groupement tactique interarmes infanterie, composé notamment d'éléments NRBC, d'éléments du génie, donc, qui s'occupent de menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Cette semaine a été marquée par l'entraînement conjoint à la tactique en milieu désertique, où nous apprenons beaucoup, et au tir de combat. Cette préparation opérationnelle vise à renforcer la coopération franco-émirienne et là encore l'interopérabilité dans le cadre du partenariat étroit qui lie les deux armées. En Indo-Pacifique, des activités de surveillance maritime par la frégate de surveillance prairiale que nous suivons depuis près de 2 mois. Après une escale réalisée du 1er au 3 mai sur l'île de Guam auprès des forces américaines, la frégate de surveillance prairiale a repris sa patrouille vers Tahiti. Une autre frégate de surveillance, la frégate de surveillance Germinal, a achevé sa mission Passion 23 après 27 jours, donc au cours de cette mission, sous le contrôle opérationnel d'Al-Passi, et donc un déploiement très dense en Asie-Pacifique. Ce déploiement aura permis de réaffirmer la souveraineté française, notamment sur l'atoll de Clipperton, et de sa zone exclusive, sa ZEE, sa zone économique exclusive qui lui est associée, tout en consolidant les partenariats militaires en Amérique latine. Enfin, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer BSAOM Bougainville poursuit ses missions de surveillance et de reconnaissance de l'île de Huaïné dans l'archipel de la Société. Dans le cadre de sa mission Pacifique Aito, le Bougainville contribue directement à l'actualisation des connaissances de la zone de responsabilité permanente en Polynésie française et à la surveillance continue des eaux polynésiennes. Enfin,
en Indo-Pacifique toujours, mais cette fois-ci sous le commandement des forces armées en Nouvelle-Calédonie. On revient sur l'exercice majeur Croix du Sud 2023, dont l'objectif était d'entraîner les forces armées françaises et partenaires à conduire une opération interarmée et interalliée dans le domaine de l'assistance humanitaire post-catastrophe naturelle, ce qu'on appelle HADR, Human Assistance Disaster Relief. Cette année, plus de 3000 participants ont été déployés sur le terrain et au sein de l'état-major interarmé conjoint, et ils ont démontré leur interopérabilité sur une large partie du territoire néo-calédonien par le déploiement d'une force multinationale avec des moyens maritimes, terrestres et aériens pour mettre en sécurité la population, donc dans ce scénario HADR fictif. Les capacités des forces armées en Nouvelle-Calédonie ont été renforcées par des capacités amphibies du groupe Jeanne d'Arc, qui poursuit sa circumnavigation, et un état-major embarqué projeté depuis l'état-major de la force aéromaritime française de réaction rapide. Un détachement venu de Polynésie française a aussi été déployé via un avion CASA de l'armée de l'air et de l'espace. L'état-major multinational et interarmé a conduit et coordonné l'ensemble du dispositif depuis Nouméa, ce qui démontre, au travers de l'exercice Croix du Sud, une capacité des forces armées Nouvelle-Calédonie à planifier et conduire une opération interarmée dans un cadre interministériel et multinational d'envergure dans le Pacifique. Et puis, ceci démontre aussi la capacité des armées françaises à pouvoir agir rapidement et en parfaite collaboration avec des organisations humanitaires dans ce cadre précis de disaster relief, encore une fois. Et puis, dernier point, vous avez tous suivi sur les réseaux la fin de l'exercice interarmé et international Orion, donc vendredi dernier. Ceci boucle finalement une manœuvre qui a duré depuis près de 6 mois, avec 2 phases dynamiques, on va dire, une phase interministérielle de planification entre les deux, et dont la planification d'exercice a duré plus d'1 an. Donc vous voyez, ce sont des cycles triennales. Une fois que la partie dynamique est terminée, nous allons aborder désormais le retour d'expérience, la partie enseignement tiré de cet exercice. C'est pour ça que ces exercices sont planifiés sur 3 ans, 1 an de planification, 1 an de conduite et d'enseignement, et puis la préparation des exercices d'après. Donc rendez-vous en 2026 pour le prochain, et tout ceci est disponible sur les réseaux sociaux, notamment le DV-Day de jeudi dernier, avec une démonstration, en tout cas une des tirs réels, qui incarnait la fin de l'exercice dans les camps de Champagne à Mourmelon et Suisse. J'ai terminé et je suis prêt à répondre à vos questions en salle ou en audio. Bonjour. Petite question concernant la Pologne et où est-ce qu'on en est du déploiement. Il me semble que c'est le 27 qui se charge de la formation, et à quelle échéance est-ce que ce sera prêt, ce sera lancé, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? La formation des Ukrainiens ? Oui. La formation des Ukrainiens a commencé depuis plus d'1 mois déjà, avec des échelons précurseurs, et on arrive désormais vers la pleine capacité des militaires français déployés, et les formations des Ukrainiens ont déjà commencé, sont bien engagées, et c'est le rythme qui avait été rappelé, c'est environ 1 bataillon par mois. Donc voilà. Merci. Petite question sur Dynamic Mongoose. 15 bâtiments de surface, mais on n'a pas le nombre de sous-marins. C'est volontaire ? Je vais regarder mes notes. Des sous-marins de différentes nationalités. Merci. Merci. Donc il y a le HMS machin, il y a le... D'accord. Et nous, c'était quoi c'est de la perle, non? C'est pas la... Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autres petites... Ah oui, une question aussi, si jamais je vais en Crète. Est-ce qu'il y a encore l'Atlantique 2 à la soude? Ou est-ce qu'il est rentré? Je me tourne vers le CIR Pamarine, il y est à l'heure qu'il est. L'Atlantique 2 à la sud? C'est pour les photos.
Et puis la dernière, alors là c'est vraiment naïf, encore plus que naïf. Red, on fait de temps en temps, on est les méchants, donc les Red Hair. Ça nous arrive quand même souvent, ou là c'était en fonction de l'actu, enfin j'en sais rien. Mais... Alors, on peut nous demander d'être Red Hair, et le but de ce qu'on appelle une force adverse, c'est d'offrir des scénarios crédibles pour entraîner ce qui est en face. Et là aussi, on nous le demande parce qu'on connaît nos capacités en la matière. Donc oui, on nous le demande, on peut nous le demander assez régulièrement. Mais c'est, là encore une fois, une preuve de confiance et de crédibilité opérationnelle. Et dans l'exercice Ionokos, quand on est Mission Commander, c'est côté Blue, et en revanche, voilà, on fait évidemment les deux. Oui, bonjour colonel. Juste un point sur les Césars qui ont été utilisés dans l'exercice aux EAU. Ce sont des Césars qui sont à demeure, entre guillemets. Oui. Et est-ce que c'est le maximum? Enfin, est-ce qu'on peut réavoir une petite vue rapide des endroits où sont les Césars et quels sont leurs noms? On vous l'enverra. Et donc, en l'occurrence, pour les EAU, c'est 4... Il y a un régiment. En fait, il y a un régiment constitué. Je peux laisser le Sirpater répondre. Hein, mais il y a un régiment constitué aux Émirats Unis avec avec la batterie César, avec des blindés, les unités d'appui, etc. Si tu veux prendre la parole, Emmanuel. Non, il n'a pas envie. Mais si vous voulez, on pourra vous donner les chiffres. Ok. Les chiffres. Et une toute petite précision sur le rétex du déploiement du PC de la mission Aigle. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision? Parce que j'ai compris qu'il y avait eu 2 jours de wargame et après, vous étiez passé à la phase pratique. Mais est-ce que du coup, ça a été un succès? Il est encore en cours. Dation Spring est encore en cours. Donc voilà. Si vous voulez, on fera un rétex. On fera un rétex sur le sujet. C'est vraiment... là, il y a un wargame parce que c'est un entraînement d'état-major. Et on a déployé un état-major de brigade, donc capable de planifier et de conduire des opérations multinationales de différents bataillons OTAN. Donc c'est bien ça qui est évalué sur cet exercice. À la fin de l'exercice, on pourra faire un bilan, tout à fait. En audio, peut-être ? Non, je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup, colonel. Je vous donne rendez-vous au 25 mai, sachant que le 18 est un jour férié. Et je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.